Bienvenue à tous, merci de nous suivre. Voici les titres de ce journal. L'école a repris aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire a suspendu hier sa grève et appelé à la reprise des cours. Notre équipe de reportage ira constater la reprise effective des cours, notamment dans la commune de Cocody. Une unité d'ophtalmologie pédiatrique pour le centre hospitalier universitaire de Trècheville. Cette structure sanitaire a été inaugurée récemment par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Aka Awele. Objectif, prendre en charge efficacement les enfants souffrant de maladies oculaires. Enfin encore des manifestations hier en Algérie contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Son dossier de candidature a été déposé au Conseil constitutionnel. Bonjour à tous. Après plus d'un mois de grève, les écoliers et élèves de Côte d'Ivoire ont repris le chemin des classes ce matin. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a en effet suspendu son mot d'ordre de grève, et cela pour un mois. Tout de suite, le constat de Walter Amadou Ouattara dans la commune de Cocody. Accompagnés ou non, les écoliers ont repris le chemin de l'école ce lundi 4 mars 2019. Il est 8 heures lorsqu'au groupe maternel Château d'Eau, dans la commune de Cocody, honneur est rendu au drapeau. Les retardataires sont obligés de suivre cette montée à travers le portail fermé. Juste à côté, le groupe scolaire Château d'Eau 1 et 2. Des écoliers attendent sagement leur maître en salle de classe. Heureux de retourner à l'école, des apprenants crient leur joie dans la cour. Leurs parents ne sont pas moins ravis d'ailleurs. Je suis heureuse de venir à l'école ce matin. Dieu merci qu'on a repris l'école. Si la grève continuait, c'était pas bon, on ne pourra pas faire l'examen. Je vois l'ensemble des élèves là. Vraiment, ça me va droit au cœur. Pendant ces un mois, voilà, j'étais le répétiteur de l'enfant. Voilà, pour ne pas qu'elle oublie ce qu'on a appris. Au niveau du secondaire, les cours du matin se déroulent bien au lycée moderne de Cocody. Cela sous l'œil vigilant et discret des forces de l'ordre. Les élèves et le chef de l'établissement souhaitent que les enseignants encore hésitants reviennent à de meilleurs sentiments. Nous sommes là faire la correction de la dite question. Avec nos profs, on ne veut pas d'année blanche. Je demande pardon à tous les professeurs de revenir faire les cours. Ce matin, la reprise, elle est très timide. Nous avons enregistré l'arrivée d'une douzaine de professeurs sur la soixantaine qui a attendu. C'est encourageant. Ça augure au moins des lendemains meilleurs. Dans l'ensemble, la reprise annoncée pour ce lundi matin est visiblement timide. Pour des chefs d'établissement, l'espoir d'éviter une année blanche au niveau scolaire est encore permis. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire, faut-il le préciser, a suspendu son mot d'ordre de grève après avoir obtenu du gouvernement ivoirien un chronogramme de discussion pour la prise en compte des revendications des enseignants. Les responsables de l'ICEPSI sont au micro de Francis Boifo. Avant cette levée du mot d'ordre de grève, le porte-parole de l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire, ICEPSI, a rappelé les décisions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 mars dernier. Au cours de cette Assemblée générale, nous avons expliqué à nos camarades que la primature s'est saisie de nos dossiers et nous promet un cadre de discussion productif avec la présence de tous les ministères techniques afin que des décisions soient prises science tenante. Mieux, nous leur avons dit que le gouvernement s'est engagé à gérer les effets collatéraux de la crise avec nos camarades blessés, ceux qui sont en fuite, comme ceux dont les motos ont été incendiées, sans oublier les intimidations et autres menaces dont les enseignants sont victimes de la part de certains responsables administratifs et politiques. Face à ces engagements, le gouvernement nous demande en retour que nous suspendions notre mot d'ordre de grève pour que, dans un climat apaisé, nous puissions aller aux discussions. Malheureusement, l'Assemblée générale a trouvé ces conditions insuffisantes. Elle a proposé que nous ayons un chronogramme précis de discussion avec la satisfaction tout au moins de 2 revendications. Après des débats houleux,
La direction de l'ISEPSI tranche. Le mot d'ordre de grève sera levé dès que nous obtiendrons le chronogramme de discussion. Nous venons donc de recevoir le chronogramme de la part du gouvernement ce dimanche 3 mars 2019 à 15 h. Voici donc le chronogramme qui est donc signé. Et ce chronogramme part du mardi 5 mars au 26 mars, soit 3 semaines de discussion. C'est pourquoi, au nom des organisations membres de l'ISEPSI, nous suspendons le mot d'ordre de grève ce dimanche, 3 mars 2019, pour une période d'1 mois. Ainsi, le vendredi 5 avril 2019, une assemblée générale sera organisée à l'effet de faire le bilan des négociations et dégager les perspectives. J'invite donc tous les enseignantes et enseignants du préscolaire et du primaire à la reprise du travail le lundi 4 mars 2019 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. L'ISEPSI voudrait demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'envoyer un signal fort aux enseignants du préscolaire et du primaire dans le traitement de leurs différentes revendications afin que cette crise puisse trouver des solutions durables. Par le dialogue avec le gouvernement, l'intersyndical de l'enseignement préscolaire et primaire se dit engagé à trouver des solutions à la crise. Au chapitre santé, l'inauguration de l'unité d'ophtalmologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Treichville. Cérémonie en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele. Cette structure sanitaire va permettre la prise en charge efficace des enfants souffrant de maladies oculaires. Les précisions de Herman Niamia. C'est un ouvrage qui va soulager les enfants souffrant de maladies oculaires. L'unité d'ophtalmologie pédiatrique du CHU de Treichville, inaugurée ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, est un don de l'ONG allemande CBM qui a entièrement financé sa construction et son équipement en partenariat avec le Lions Club d'Allemagne. Au-delà des actions ponctuelles, la volonté de CBM est de contribuer à mettre en place des mécanismes durables pour une prise en charge holistique des questions liées au handicap en général et en matière de santé oculaire en particulier. Pour répondre aux objectifs de ce projet, nous avons mis en formation certains de nos collaborateurs, médecins et infirmiers spécialistes. L'équipe, Monsieur le ministre, est donc préparée, elle est prête aujourd'hui à faire de ce bel outil un instrument de référence pour les absorptions ophtalmologiques de l'enfant. D'un coût global de 425 millions de francs CFA, l'unité d'ophtalmologie pédiatrique du CHU de Treichville est un bâtiment composé de 6 salles d'hospitalisation, de 2 blocs opératoires, d'une salle de rééducation oculaire et des équipements. La cataracte et le glaucome pourront être traités dans cette unité. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cet édifice chirurgico-médical s'inscrit dans la politique nationale de santé publique. Au Conseil des ministres, vous avez dû suivre, c'est près de 11 milliards de francs qui sont annoncés pour la réhabilitation et l'équipement d'établissements sanitaires dans la perspective du démarrage de la couverture maladie universelle. Mais à la vérité, c'est plus de 833 milliards qui seront investis à cet effet. La construction de cet édifice s'inscrit dans le cadre d'un projet de promotion de la santé oculaire en Côte d'Ivoire. Un projet qui vise à contribuer à l'amélioration des soins ophtalmologiques et l'éducation de 2000 enfants. Outre l'unité d'ophtalmologie pédiatrique du CHU de Treichville, 2 autres unités sont en construction au CHU de Boaké et au centre médico-social El Rafa d'Abobo. 0 cas de trypanosomiase pour l'année 2018 en Côte d'Ivoire, mais il faut éradiquer cette maladie sur le reste du continent. En effet, en 2015, plus de 2000 cas ont été enregistrés en Afrique par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a tenu récemment sa 10e réunion annuelle sur la trypanosomiase à Grand Bassam dans la région du Sud Comoé. On en parle avec Moussa Konaté. Douleurs musculaires et articulaires, fièvre, fatigue et maux de tête,
des symptômes de la trypanosomiase ou la maladie du sommeil, une maladie transmise par la mouche tsetse. C'est au champ que les gens contamminent ça le plus souvent parce que, au contact des mouches tsetse qui vivent là-bas, une seule piqûre d'une mouche tsetse infestée, vous avez la maladie. Et les signes s'apparentent aux signes du palu. Vous avez la fièvre, vous avez des ganglions qui apparaissent, vous êtes fatigué. Et parfois même, vous avez des troubles neurologiques du genre comme c'était la folie. Sans traitement, la mort est inévitable. Lorsqu'on dépiste ces malades, on le prend gratuitement en charge. La Côte d'Ivoire fait partie des pays touchés par la trypanosomiase. Grâce à sa politique de surveillance et de prise en charge, le pays n'a enregistré aucun cas en 2018. Les autorités ivoiriennes restent cependant vigilantes. Nous faisons la lutte contre le vecteur. C'est-à-dire quoi? La mouche, c'est ce qui transmet la maladie. Nous posons des pièges dans ces zones-là. Nous avons des pièges de capture, des écrans de lutte qui sont imprégnés d'insecticides. Quand on dépose ces écrans, ça attire les mouches. Et comme il y a des insecticides, ça les tue. Voilà l'activité principale pour arriver à l'élimination. Et ensuite, il faut dépister tous les cas. Parce qu'un seul porteur peut entraîner d'autres malades. Si vous avez traité vos malades, vous avez lutté contre le vecteur, vous arrêtez la transmission. Voilà ce que nous faisons. 0 cas en Côte d'Ivoire l'an dernier. Cela est donc possible dans les autres États africains. L'Organisation mondiale de la santé veut éradiquer la trypanosomiase d'ici 2020. Les responsables nationaux du programme de lutte contre la maladie sont réunis pour partager leurs expériences. Les derniers chiffres, en 2015, nous sommes à 2800 cas en Afrique, répartis dans 24 pays. Et ces cas sont sous contrôle. Il faut que l'ensemble de ces pays atteignent le niveau de performance de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 0 cas déjà et maintenant. C'est la 10e réunion annuelle organisée par l'OMS afin de réfléchir à l'éradication de la trypanosomiase. Une trentaine d'experts venus de 18 pays d'Afrique et d'Europe participent à cette rencontre qui se tient sur 2 jours. Dans l'actualité également, cette session de formation sur la gestion des frontières et la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO. Les agents de l'Office national d'identification participent aux travaux dans les locaux de la structure dans la commune du Plateau. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les explications de Didier Nguessan. Depuis 40 ans, les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mettent en œuvre le protocole sur la libre circulation des personnes. Il faut capitaliser les acquis et lever les obstacles. La commission de la CEDEAO forme les agents de l'Office national de l'identification, ONU, dans le cadre du projet d'appui à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest. La migration a pris une telle ampleur que les traversées des frontières sont beaucoup plus fréquentes. D'où la nécessité d'outiller les gestionnaires de ces frontières en leur donnant des outils modernes et harmonisés afin que les pratiques soient les mêmes d'une frontière à l'autre de la CEDEAO. 7 modules de formation, entre autres sur les conditions d'entrée, de séjour d'un territoire, permettront de renforcer les capacités des agents aux frontières. Le flux migratoire est un des systèmes les plus importants dans la collecte des données sur les personnes. Donc ceux qui rentrent, ceux qui sortent doivent pouvoir être identifiés et doivent pouvoir se voir affecter un numéro national d'identification. Donc la formation aux outils de gestion de la migration permettra à nos agents d'avoir beaucoup plus d'habileté, beaucoup plus d'aptitude. Ce projet, financé par l'Union européenne, est mis en œuvre par la Commission de la CEDEAO et un consortium de partenaires, dont l'Office international de la migration, OIM. San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, 23 individus ont été interpellés récemment par les forces de l'ordre et de sécurité. Ils sont soupçonnés d'opérer une fraude sur l'électricité. Que risque-t-il alors? Les précisions de Sam Conan. La fraude sur l'électricité est un phénomène qui a pris de l'ampleur ici à San Pedro, surtout dans les quartiers précaires du Grand Bardo. La CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, qui a décidé de frapper fort, a mené des opérations de vérification. 23 présumés fraudeurs ont été arrêtés. Conformément à la loi portant code électricité. Donc cette loi prévoit quoi? Cette loi dit aussi bien le voleur que le receleur sont punis. Donc il y a eu des arrestations de voleurs qu'on appelle communément revendeurs
et puis les personnes qui bénéficient de cette électricité. Pourquoi ce phénomène de fraude sur l'électricité a-t-il pris une telle proportion dans la deuxième ville portuaire du pays? Nous nous sommes rendus dans ces quartiers pour essayer de comprendre. Ici, l'on trouve toutes sortes de branchements. Nous avons un sérieux problème ici pour avoir accès à un compteur. Parce qu'il faut plusieurs démarches, puis il y a les intermédiaires. Donc ce qui fait que pour avoir un compteur ici, il faut débourser au moins 250 à 300 000. Voilà, c'est très compliqué. Le maire de la commune a décidé d'aider ces populations en difficulté. Une opération pour permettre à tous d'avoir de l'électricité à moindre coût est prévue. Je dis que j'allais négocier pour qu'à San Pedro, on puisse avoir donc ces compteurs-là, que ça commence aussi par nous, pour que quelqu'un qui a 1000 francs il puisse faire son branchement. Ce n'est pas un compteur, c'est branchement, compteur tout, 1000 francs. C'est une mesure qui va démarrer dès la semaine prochaine à San Pedro. Le programme électricité pour tous, j'ai dépêché une équipe, ils seront sur le terrain. Côte d'Ivoire Énergie aussi a reçu instruction pour faciliter en tout cas les mises en service. Les infractions sur l'électricité en Côte d'Ivoire sont punies d'une amende de 200 000 à 100 millions de francs CFA et des peines de prison allant de 6 mois à 5 ans selon le code de l'électricité. Un tout autre sujet à présent. Quelle stratégie 2019 pour lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire? Les membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance participent à un conclave. Les travaux se déroulent à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, 2018 s'est bien achevé pour la Côte d'Ivoire avec des indicateurs positifs salués par des experts dans le domaine. La Fondation Mo Ibrahim, Transparency International, des notes de Guetté qui amènent la haute autorité pour la bonne gouvernance, HABG, à mieux faire. Cette structure présente un taux global d'exécution de son programme de travail qui est de 79,1%. En 2019, la marche continue. Priorité à une stratégie, le partenariat. L'année 2019 va nous servir à améliorer les relations avec nos partenaires parce que nous avons commencé à mettre en place des partenariats stratégiques. Il faut que ces partenariats soient consolidés au cours de l'année 2019. Il faut également que nous ayons la possibilité de mettre en place tous les outils de travail interne pour garantir notre performance en fin de compte. Il faut renforcer les capacités de travail des membres du personnel, évidemment, et il faut faire en sorte que tous les instruments internationaux que nous avons, acceptés, que nous avons ratifiés, qu'on puisse mettre en place également tout ce qu'il faut pour que nous nous comportions toujours en conformité avec ces instruments internationaux. Rien ne sera négligé pour freiner la corruption en Côte d'Ivoire. De façon opérationnelle, la haute autorité a été installée, elle est opérationnelle sur le terrain. Et ces actions visent deux axes principaux, la prévention et la répression. Donc l'essentiel de notre action est consacré à la prévention parce que le principe, comme dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. La Côte d'Ivoire, qui occupe la 22e place sur 54, veut donc mieux faire pour gagner des places et rassurer définitivement ses partenaires au développement sur la nécessité d'investir dans le pays en toute sécurité. Des déchets plastiques sortis des caniveaux, des quartiers et rues entièrement balayés par les populations. La 25e édition de l'opération Grand Ménage a commencé activement ce week-end. Les habitants de Cocody et Marcory étaient mobilisés. Grace Kando les a rencontrés. L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain. Pour cette 25e édition, l'accent a été mis sur l'entretien des cités. Dans les communes de Cocody et de Marcory, les riverains se sont attelés à rendre propre leur quartier. Ici, à Cocody, 166 logements et à Marcory Hibiscus, curage de carnivaux, désherbage, balayage et nettoyage étaient au menu. Chaque bâtiment a fait descendre ses résidents pour balayer, curer, en tout cas enlever toute la saleté. C'est une façon d'accompagner le gouvernement qui attire toujours notre attention sur notre bien-être. Tout le monde est mobilisé, les femmes sont là, les jeunes sont là, les enfants sont là, et tout le monde a pied d'œuvre pour que nos cités soient rayonnantes et belles. Des actions de salubrité, certes, mais aussi quelques préoccupations. Nous avons besoin du soutien du ministère, on a besoin de râteaux, de pelles, bref, de tous les moyens qui peuvent nous aider
à faire en sorte que la cité Hibiscus soit l'une des plus belles cités d'Abidjan. Au niveau de la cité, en tout cas, tout le monde est engagé pour faire ces grands ménages. Mais on a un caniveau qui est juste là, il y a la voie à faire par derrière. Et comme il faut des canalisations, puisque tous nos caniveaux débouchent sur cette voie, et comme la voie n'est pas encore faite, dès lors qu'il y a une grande saison de pluie, souvent nos résidents sont inondés. Des requêtes que le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité entend prendre en compte. La tutelle invite par ailleurs les riverains à s'approprier le grand ménage. Au nom de Madame la ministre, je dis merci au président des comités des cités qui ont fait de ce concept vraiment leur affaire personnelle. Je lance un appel à toute la population ivoirienne de daigner et de oser faire ce geste qui sauve. Pourquoi je dis ce geste qui sauve? Parce que plus vous êtes propre et mieux vous vivez, et vous vivez longtemps. Pour cette 25e édition, le thème retenu est « La propriété de ma cité, c'est mon affaire ». Autre actualité, fin du Salon international de l'agriculture 2019 en France. La Côte d'Ivoire a bien sûr participé à ce grand rendez-vous du 23 février au 3 mars dernier. À noter que les acteurs ivoiriens de la pêche ont rencontré récemment des opérateurs économiques français. Objectif, attirer les investissements dans le pays. Les précisions de Hugues Viblé. Un port important avec des infrastructures modernes et qui est ouvert sur le monde, c'est le message principal du directeur du terminal à pêche du port autonome d'Abidjan à ce 56e salon international de l'agriculture. Présentant les atouts de l'infrastructure, Ouattara Bamoussa souligne que le port d'Abidjan est le premier port tonnier d'Afrique, qu'il dispose d'une zone de pêche industrielle réservée à la flotte étrangère avec une capacité de 15 navires en opération simultanée. Le directeur du terminal à pêche ne manquera pas de le souligner à ses interlocuteurs. Il est doté de 3 grandes unités de transformation de produits de mer, de 2 principales sociétés de réparation de navires, d'une main-d'œuvre performante, des avantages parmi bien d'autres pour satisfaire tout opérateur. Il ressort des interventions des uns et des autres que beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'investisseurs voudraient bien venir au port d'Abidjan et ces opérateurs ignoraient la qualité des infrastructures dont nous disposons. Ces infrastructures dont le fleuron vient d'être inauguré le 21 février par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la qualité des infrastructures aidant, ils pourront s'organiser et venir certainement en Côte d'Ivoire pour faire de bonnes affaires. Pour plus de performance, le port d'Abidjan met l'accent sur le partenariat. Celui avec le port de Dakar a été évoqué en présence de ses responsables à cette rencontre au SIA 2019. Une conférence qui s'est achevée avec le rappel de l'engagement des autorités portières, voire du gouvernement, à poursuivre la réhabilitation du port et sa modernisation. Et en marge de ce 56e Salon international de l'agriculture, il s'est tenu à Paris le Salon international du machinisme agricole. Une opportunité saisie par la Côte d'Ivoire pour inviter les investisseurs à s'intéresser à son marché. Jean-Jacques Kwamiel. Les acteurs du monde agricole au contact du matériel de dernière génération exposés à Paris-Nord. Plus de 17 000 entreprises venues de 40 pays d'Europe et d'Asie pour promouvoir la performance de leurs machines. Donc la CR10 90, c'est la plus grosse machine du marché aujourd'hui. Là, on va pouvoir atteindre des débits de 6 hectares, 7 hectares à l'heure sans souci. Et c'est d'ailleurs la machine du record du monde puisqu'on a atteint 800 tonnes de blé récoltées en 8 heures. Par l'avenir, vu qu'on importe les machines depuis 2 ans, les machines vendues sont toutes neuves, donc le marché est relativement récent en France de ces machines-là. Mais après, par l'avenir, il y aura sans doute la possibilité d'avoir ces machines-là en seconde main. Oui. Agriculteurs et étudiants échangent avec les agroéquipementiers pour découvrir les innovations. Je suis à la retraite, mais j'aime bien revenir voir les dernières innovations, les dernières nouveautés, des choses que je n'avais pas vues depuis un certain temps et puis qui me rendent un peu ébahi. Au cœur de ce salon international du machinisme agricole CIMA 2019, une place au continent africain. La délégation ivoirienne a saisi l'occasion de ce sommet africain pour inviter les agroéquipementiers à s'intéresser au marché ivoirien, en particulier au Sahara 2019.
Et dans le cadre du programme national d'investissement agricole de deuxième génération, nous envisageons l'acquisition de matériels agricoles auprès des constructeurs qui nous auront présenté les modèles économiques les plus rentables et qui garantissent la durabilité du processus de mécanisation. J'encourage donc tous les agroéquipementiers à saisir cette opportunité pour prendre attache avec les producteurs africains afin de leur proposer les solutions les plus adaptées à leurs besoins. La mécanisation agricole devient un investissement intelligent pour assurer les objectifs de paix et de sécurité. Nous reconnaissons que nous, constructeurs de matériel agricole, n'adoptons pas toujours la bonne stratégie, en inondant parfois le continent africain avec des matériels agricoles pas souvent adaptés et en donnant un accès limité, parfois inexistant, aux pièces de rechange. Ouvert le 24 février dernier à Paris, le Salon international du machinisme agricole CIMA a pris fin le 28 février. Allez, retour en Côte d'Ivoire. Promouvoir les arts et la culture danse, c'est l'objectif du festival Tonkpi Ni Dale. La deuxième édition s'est déroulée à Mans, dans la région ouest du pays, du 1er au 10 décembre dernier. Alors, quel bilan en tirer? Le point avec Christ Diomandé et Chèque Koné. Pour cette deuxième édition du festival Tonkpi Ni Dale dans la capitale de la région du Tonkpi, des activités de réflexion, d'animation, des expositions du terroir, des danses traditionnelles ainsi que d'autres activités éducatives et récréatives pour enfants ont meublé ces 10 jours d'échanges culturels. Cette édition 2018 était aussi la découverte du riche patrimoine touristique d'An. La découverte de la région s'est effectuée en direction de Mans, dans le village Beple, qui est un quartier de Mans maintenant. Il y a une forêt où il y a des singes, les cascades avec des ponts de lianes. Il y a également le village traditionnel de Biankouma. Tous ces lieux-là ont fait l'objet de visites au cours de ces festivals-là. Il y a eu aussi l'animation de la ville en matière économique. Cette rencontre a été l'occasion de faire le bilan de la deuxième édition du festival. Des retombées positives ont été enregistrées. L'invitation du peuple baoulé venu du centre présenter sa culture et la République populaire de la Chine comme invité spécial ont été les moments d'innovation de cette réjouissance. La danse, les chansons africaines, les chansons ivoiriennes, c'est très intéressant. Je suis satisfait de cette invitation. On a été fasciné par la diversité de la culture d'An et on a été aussi fasciné par la réception, la qualité de la réception qui nous a été réservée. En 10 jours de festivités, Tonkpi Ni Dale a contribué au renforcement de la cohésion sociale au sein de la communauté d'An et de la diaspora. Ni Dale, c'est pour créer la cohésion entre les pays de Côte d'Ivoire. Nous, les dents, nous avons beaucoup d'alliés. Depuis que ça a commencé, il y a au moins 2 années qui se sont adhérés. On voit presque tous les cas de Tonkpi ensemble, ce qui est encore plus intéressant pour nous. Le Ni Dale, c'est vraiment un événement fédérateur pour toutes les filles, tous les fils du Tonkpi. J'ai été vraiment émerveillé par l'engouement que les cadres, malgré leurs différents chapelles politiques, se sont donné la main pendant le Ni Dale à l'occasion de cette deuxième édition. Le président du conseil régional et président du Tonkpi Ni Dale présente les acquis de cette deuxième édition. En termes d'économie, les affaires ont marché plutôt. Au cours des 2 éditions, j'ai eu des témoignages d'opérateurs économiques de tous les secteurs, mais il y a aussi le fait que désormais les cadres apprennent à travailler ensemble, à faire la promotion de notre culture, à en tirer le meilleur et à faire en sorte que nous en soyons fiers. Des cadres de la région et la chefferie ont reçu des distinctions et 2 bourses d'études ont été octroyées à 2 étudiants pour faire des recherches sur la culture d'An en Côte d'Ivoire.
Tankpini Idale 2018, ce sont 300 000 festivaliers venus de différentes régions du pays et de la République populaire de Chine. Le lancement de l'acte 3 se fera en juillet prochain. La plus haute distinction du Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou, attribuée récemment au Rwanda. Les Talons d'or de Yenenga a récompensé la miséricorde de la jungle du réalisateur rwandais Joël Karekezi. À noter que les représentants ivoiriens ne reviennent pas bredouille au pays. La Côte d'Ivoire a obtenu 3 prix. Serge Koléa. Les Talons d'or de Yenenga est décerné au film The Mercy of the Jungle. Mercy of the Jungle du réalisateur rwandais Joël Karekezi sur la plus haute marche du FESPACO. Le Rwanda, pays invité d'honneur, représenté à cette cérémonie de clôture par son président Paul Kagame, s'illustre de la plus brillante façon. C'était pas facile, mais ce qui est bien, c'est que toute l'équipe qui est avec moi ici, nous tous, on avait envie de faire ce film. Pour moi, c'est beaucoup d'années de travail. C'est pas seulement pour moi, c'est ma génération, en Afrique, au Rwanda, partout, qui se bat chaque jour pour faire des films, raconter nos histoires. Un trophée et une enveloppe de 20 millions de francs CFA pour les Talons d'or 2019. Les Talons d'argent revient au film Karma de Khaled Youssef, réalisateur égyptien. Il reçoit un trophée et 10 millions de francs CFA. Fatwa, long métrage tunisien de Ben Wayou, est étalon de bronze. Il empoche 5 millions de francs CFA. Cette année, les organisateurs ont décerné une trentaine de prix pour une cagnotte de plus de 145 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire décroche 3 prix dans le palmarès du FESPACO avec Résolution et Blog, 2 des 10 productions ivoiriennes en lice. Pendant 8 jours, plus de 400 films ont été projetés, environ 5000 professionnels du cinéma et des médias ont pris une part active dans la réussite du cinquantenaire du FESPACO qui a été marqué par les présences des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Rwanda. Pour terminer, ce communiqué de la présidence de la République, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Amadou Soumaoro en qualité de ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. Fait à Abidjan le lundi 4 mars 2019, le ministre secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Patrick Hachi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.